Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le dessinateur que vous êtes depuis vos très jeunes années a touché à tous les styles, de l'humour au tragique en passant par la science-fiction. Vous êtes né à Lille, vous y vivez encore aujourd'hui. C'est peut-être pour cette raison que vous n'avez jamais perdu le Nord. Bonjour François Bouc. Bonjour. Alors, vous êtes un dessinateur célèbre. Beaucoup de gens connaissent vos albums. Il y en a deux qui sortent en même temps. Le Petit Papy 314 chez Fluide Glacial et Un général des généraux chez Lombard. On va en parler tout à l'heure, mais on va évoquer votre vie de dessinateur parce que vous avez un parcours qui a fait de vous l'un des plus célèbres dessinateurs de BD de France. Donc ça mérite d'être raconté. Ah, si vous voulez, oui. Alors, on va partir d'une date, le 2 novembre 1981. C'est votre première télé. C'est un journal de France 3. Il y a la semaine de la BD à Lille. Vous êtes tout jeune, tout timide, vous avez une petite moustache et vous découvrez vos lecteurs pour la première fois. Vous vous en souvenez de cette télé ? Oui, je me souviens de ça, mais avec un petit peu de difficulté quand même, parce que ça remonte tellement à loin, et il faudrait que je retrouve mes habits de l'époque. Ouais, il faudrait, en fait, vous expliquer que votre vie est une vie monacale, et que voir des gens qui vous parlent de vos albums, c'est un réconfort, une joie. C'est vrai que la vie de dessinateur, c'est une vie qui est plutôt une vie d'ermitage. On passe beaucoup de temps sur une table à dessin. Donc c'est pas comme cuisinier qui est aussi un métier de table. Nous, on n'est pas en contact direct avec le public, mais on l'imagine. En fait, quand on est sur la table à dessin, on imagine comment le lecteur va lire ça. Et on s'amuse avec, on pourrait dire, son esprit hypothétique. On se dit, tiens, si je lui dessine ça, il va penser que. Et donc, en pensant que, je vais l'emmener ailleurs. Et donc, le travail du dessinateur, c'est un travail un peu de manipulateur de l'esprit de l'autre en l'imaginant. En imaginant comment est l'esprit de l'autre. Alors, ce JT, c'est à Lille. Cette semaine de la BD, c'est à Lille. Et Lille, vous y vivez encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est d'abord une ville qui est assez trépidante quand même, mais qui n'a pas la frénésie parisienne. Et donc, c'est plus agréable de pouvoir travailler avec la distance, et notamment la distance de la bande dessinée. La bande dessinée, elle n'est pas comme le dessin d'humour d'actualité, où là, il faut être constamment sur la brèche. Elle demande un certain recul. Et le fait d'avoir un recul aussi par rapport à Paris, mais aujourd'hui, c'est pratiquement un recul qui n'existe plus, puisqu'avec le TGV, je suis en 1 heure, je suis à Paris, en 1 heure, je suis dans les bureaux parisiens. Donc, c'est un peu comme si Paris était la banlieue de Lille. Et donc, j'ai des facilités. Alors, Lille, vous y avez grandi, vous y êtes né, dans un quartier populaire, je crois. Oui, je suis né dans le Vieux-Lille. Et donc un quartier qui était un quartier assez foisonnant. Il y avait les abattoirs qui étaient pas loin, qui étaient à 150 mètres de la maison. Il y avait l'hospice général avec là aussi toute une kyrielle. Il y avait bien sûr les courées, les fameuses courées qu'on trouve dans le Nord, qui étaient habitées et qui étaient là aussi turbulentes. Les courées, il fallait voir ce que c'était. Aujourd'hui, on parle du confort, mais il faut imaginer qu'une courée dans le Nord, c'est des petites habitations qui sont parfois des petites habitations qui sont de 2 mètres sur 3, et avec un petit étage. Et donc les sanitaires étaient dans la cour, qui était partagée donc par toutes les habitations qui étaient là. Pour avoir du chauffage, moi j'ai connu des boutiques où on vendait du charbon à la pelle, au kilo. Et donc il y avait un tas dans certaines épiceries où il y avait un peu de tout, y compris du charbon. Qu'on mettait dans la baignoire d'ailleurs quelquefois. Et parfois on le mettait dans la baignoire. Et il y avait des gens, ils savaient pas du tout ce que ça voulait dire d'avoir une baignoire. Et donc même mon grand-père dans sa baignoire, pourtant il était du métier, mais mon grand-père, dans sa baignoire, il y avait tous ses papiers administratifs étaient là. Mais François Bouc, en même temps, ces personnages vous ont inspiré. Oui, bien sûr. Et ils m'ont tellement inspiré que je me rendais pas compte à quel point ils m'inspiraient. Et c'est en dessinant
Et en discutant avec d'autres dessinateurs, je me souviens d'un moment avec Moebius, où Moebius était venu dans le Nord, et il m'avait dit, écoute, viens me rejoindre, là, il y a un festival de bande dessinée, là, et donc je le cherche, j'y vais, et je le cherche, c'était dans une salle de fête, je le cherche partout, je le trouve pas. À cette époque-là, il était habillé tout en blanc, et je le trouve dans une encoignure de porte, et apeuré. Je me suis dit, mais Jean, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais tu vois pas, tous les personnages qu'il y a ici autour, on dirait tes personnages. Et à l'époque, il y avait justement une chanson que tous ces personnages fredonnaient. Dors, un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin, si Tom dort point jusqu'à demain. Alors ça, c'est la chanson ch'ti par excellence. Tous les Lillois chantent ce poème. Alors c'est un poète lillois, Alexandre Desrousseaux, qui a écrit cette chanson en 1853, qui est devenue une chanson traditionnelle pour tous les gens du Nord. Ah oui, c'est l'hymne national du Nord. Oui, bien sûr. C'est quelque chose dans lequel tout le monde se reconnaît et qui est une chanson, d'ailleurs, du monde ouvrier. Hein. C'est à la fois avec l'accent, mais quand on regarde les paroles, quand on entend les paroles, on s'aperçoit que c'est une petite dame qui a son gamin, et puis elle voudrait lui faire des cadeaux, mais elle n'a pas beaucoup de sous pour pouvoir le faire. Et donc, elle lui propose des cadeaux, mais à condition qu'il dorme. Alors, il se trouve que vous avez commencé à dessiner très très jeune. Je crois qu'à 2 ans et demi, vous avez fait vos premiers dessins, François Bouck. Oui, j'ai dessiné tout de suite. Aussitôt que j'ai pu avoir un crayon dans la main, j'ai dessiné. Et donc, j'ai continué. J'ai continué à dessiner. Sur des carnets d'ouvriers au départ. Oui, parce que mon père, qui avait une petite entreprise de plomberie, couverture, zinguerie, recevait des cadeaux. Alors, les cadeaux d'entreprise à cette époque-là, c'était quoi? C'était des agendas. Donc il y avait des agendas qu'il donnait aux ouvriers d'ailleurs, parce que les ouvriers donc notaient sur ces carnets leurs heures d'ouvrier. Et c'est en comptant leurs heures d'ouvrier qu'on les payait à la fin de la semaine ou à la fin de la quinzaine. Et donc il y en avait bien sûr en trop. Et les carnets qu'il y avait en trop, il me les donnait, il les récupérait, il me les donnait. Et moi là-dessus, j'arrêtais pas de dessiner. Et donc j'ai des tas de carnets qui sont les carnets de mon enfance, avec alors je peux voir l'évolution du gamin que j'étais. Et il y a même il y a un carnet que j'ai retrouvé dernièrement, où j'avais fait une sorte de lexique de forme. C'est-à-dire que j'adorais Uderzo, j'adorais Astérix, et à la fin, j'avais répertorié tous les nez que faisait Uderzo, toutes les oreilles que faisait Uderzo, toutes les mains, comment il les faisait. Et je m'étais dit, mais avec ce lexique, je peux faire tous les personnages que je veux. Il suffit que je prenne les yeux là, avec les oreilles là, et donc je faisais une sorte de portrait robot. Et puis vous avez découvert la bande dessinée. Alors au départ, je crois que votre père vous lisait Cœur Vaillant, qui était un magazine catholique qui est devenu J2 Jeunes, Formule 1. C'était vos premières lectures ou vos premières écoutes? Oui, bien sûr. J'adorais ça. Puis bien sûr, comme je savais pas lire, c'était mon père qui me les lisait. Et donc c'était la plupart du temps le vendredi qu'on recevait les journaux par la poste. Et donc, ne sachant pas lire, je disais à mon père, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il dit? Et donc, il me disait ce qu'il disait. Et moi, je partais dans les rêves en fonction de ce que me disait mon père et de ce que je voyais. Alors, il se trouve aussi que vous avez découvert ensuite la BD. Il y a un dessinateur qui vous a influencé, c'est Alex Raymond, qui était à l'époque le dessinateur de Flash Gordon, de Jungle Jim, qui était un personnage étonnant. Un dessinateur hors pair. Et qui est toujours, d'ailleurs, pour moi, un des maîtres de la bande dessinée. Et notamment toute une série de strips qu'il faisait pour les journaux qui s'appelait Rip Kirby. Le personnage principal, c'était Rip Kirby, et qui est dessiné d'une manière magistrale. Alors bien sûr, les scénarios sont un petit peu datés par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais la mise en scène, l'élégance du dessin de Alex Raymond, c'est extraordinaire. Oui, et d'ailleurs, bon, il est mort dans un accident de voiture en 56. Il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a beaucoup plus influencé, c'est George Lucas. Il dit que Star Wars est en partie influencé par les dessins d'Alex Raymond. Ah, c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant parce que il y a aussi un univers, faut imaginer, à l'époque, la science-fiction, c'est le début de la science-fiction. Et Flash Gordon, c'est un des personnages phares de la science-fiction. Et parmi ceux qui vous ont aussi influencé, il y a Franquin, que vous avez découvert un jour, je crois, en lisant une planche de Panade à Champignac, sa dernière histoire, François Bouc. Ouais, la dernière histoire qu'il a fait de Spirou et Fantasio. Et je me souviens parce que quand ma mère faisait les courses, moi j'allais directement dans la maison de la presse. Et je recevais pas Spirou, moi. Mais je pouvais le consulter au moins une fois par semaine en allant dans la maison de la presse. Et je tombe en arrêt devant un épisode donc de Panade à Champignac dans Spirou, où là on voit Zorglub qui est infantilisé, qui se retrouve avec des couches de bébé et Champignac qui est en train de le soigner, et Spirou et Fantasio qui rentrent dans cette pièce. C'est un grand dessin qui fait la moitié de la page, mais extraordinaire. Et là, je crois que je suis resté pendant 2 heures à regarder ce dessin, à essayer de le comprendre. Comment on avait pu faire un dessin pareil? Et effectivement, c'était le génie de Franquin. Le génie de Franquin, c'est le génie à la fois de la composition, mais de l'inventivité aussi. Voilà. Ça a beaucoup compté. Une autre date importante pour vous dans votre carrière, c'est le 26 janvier 1986. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec François Bouc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bouc, 2 albums de BD en même temps, Le Petit Pape Pie 314, Fille glaciale, et Un général des généraux, aux éditions du Lombard. On va en parler tout à l'heure parce que pour l'instant, on revient à une date, 26 janvier 1986. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, bien sûr. C'est quoi? C'est la première fois où j'ai un prix important en Angoulême. Et donc c'est le prix du meilleur album pour un album qui s'appelle La femme du magicien. Oui, une femme qui a des pouvoirs magiques et où le fantastique dans la BD fait partie désormais de vos activités, François Bouc. Oui, c'est ça. C'est la première fois aussi que je faisais une bande dessinée qui était réaliste. Auparavant, j'avais fait essentiellement du dessin d'humour, des bandes dessinées d'humour, des scénarios un peu fantastiques, mais plutôt avec un angle humoristique. Là, c'était la première fois que je faisais un personnage en essayant d'y faire croire le plus possible par le lecteur. Et donc, je fais cet album. Donc, c'était la première fois, j'étais assez anxieux, et il se trouve que à Angoulême, il est primé comme étant le meilleur album de l'année. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là lorsqu'on l'apprend? Énormément de plaisir, mais je me souviens d'un truc qui était assez rigolo, parce que je vais chercher mon prix sur la scène, après toute une série de quiproquos, parce que là, c'était en direct sur France 3, enfin sur FR3 à l'époque, et les câbles avaient sauté, et donc on a attendu pendant des heures le moment de la remise des prix. Et donc j'étais là en train de trépigner d'impatience pour savoir si effectivement je faisais partie. On était 2 à 3 finalistes, et savoir si c'était moi ou pas. Et donc ça a été des heures les plus longues. Et puis au bout d'un moment, on a rétabli les câbles, et à ce moment-là, ça s'est précipité. Et alors, tout de suite, il fallait donner le prix du meilleur album et le grand prix du festival. Donc on est allé sur scène, tout ça, et à peine, donc j'ai eu à peine la jouissance du prix, qu'il y a un gars qui m'attrape, vraiment en descendant de la scène, il m'attrape, et puis il me dit, tu sais ce que faisaient les empereurs romains quand ils revenaient du triomphe de leur bataille? Ils arrivaient sur un char, et ils arrivaient dans Rome sur un char, ils passaient les arcs de triomphe et tout ça, mais ils avaient payé un esclave qui était à leurs pieds dans le char, et qui leur répétait « N'oublie pas que tu es un homme ». N'oublie pas que tu es... Donc, tout de suite, je pouvais pas avoir mes effets d'enorgueillissement. J'étais tout de suite ramené à une réalité qui était... N'oublie pas que tu es un homme quand même. Oui, mais un homme qui travaille beaucoup. Et je crois que tout a commencé avec Le Point, où un jour on vous a appelé pour un dessin. Le Point est un journal familial créé par Claude Imbert et Jacques Duquesne. Et vous êtes arrivé dans cette famille pour un dessin au départ, François Bouc. Oui, on m'avait dit, va voir Au Point, ils cherchent des caricaturistes, parce qu'ils n'en ont pas. À l'époque, il y avait Tim qui était dans l'Express, il y avait dans le Nouvel Obs, c'était... Comment il s'appelait ?
Viaz, Oui. Viaz, et Le Point n'avait pas de caricaturiste. Donc je me suis pointé avec mon carton en dessin, bourré de dessins, et je montre mes dessins au directeur artistique qui s'appelle Jacques Eza, qui est toujours vivant, avec qui je suis toujours copain. Et Jacques regarde mes dessins et il me dit « Tu peux me faire un dessin pour demain ?» Je dis oui, si tu veux. C'est quoi? Donc il m'explique en 2-3 mots. Donc je suis retourné, je logeais aux Abbesses à ce moment-là, je retourne aux Abbesses, j'ai passé ma nuit à faire le dessin, je l'amène le lendemain matin. Et le lendemain matin, il regarde le dessin, il me fait bon, ça va, on va aller voir Claude Imbert, le rédacteur en chef. Et donc il regarde le dessin, il fait ouais, ok, c'est bon. Et donc je fais mon premier dessin comme ça à 19 ans. Et en revenant quelques semaines plus tard pour une couverture cette fois-ci. Oui, c'est ça. Puis il m'appelle et puis il me dit tu veux pas faire une couverture? Et donc je me dis ah bon déjà? Et il y a eu ensuite un journal qui a duré peu de temps, d'ailleurs qui est introuvable sur Internet, c'est Mormoile, qui était un journal érotique. Ouais. Il y a eu 7 numéros, je crois. Oui, c'est ça. Mais là, vous êtes aussi entré pour faire quelques dessins. Je suis entré pour faire quelques dessins, puis aussi pour m'essayer à la bande dessinée, parce que je voulais faire de la bande dessinée. Et puis j'adorais ce journal, parce que dedans, il y avait des caricaturistes qui étaient mais vraiment pour moi, la crème de la caricature. Il y avait Mulatier, Morchouane, Ricor, c'était pour moi les caricaturistes les plus... Et Franquin, qui commence à faire des petits strips dans Mormoile, sollicité par Mulatier, qui allait devenir ensuite les idées noires qui allaient paraître dans Fluide glacial. Et il se trouve qu'ensuite, bon, Pilote, c'était votre journal de jeunesse, et vous entrez à Pilote. Bon, Goscinny n'est plus là, mais c'est une autre équipe. Et là, vous allez faire votre première BD, Cornet d'humour, je crois, dans un bouquin. Avec Guy Vidal, c'était Guy Vidal qui était rédacteur en chef de Pilote à cette époque-là. Et donc, il me dit, tu peux me faire des petites histoires. Et j'ai commencé en faisant des petites histoires, 3, 4, 5 pages. Et ça paraissait d'une manière plus ou moins chaotique tous les mois, puisque c'était devenu mensuel à l'époque. Oui, c'est-à-dire Pilote avait évolué. Au départ, ça devait être à la création, le Paris Match des jeunes, avec Radio Luxembourg. Et puis ça n'a pas marché. Et Goscinny et Uderzo ont réussi à imposer un journal plus jeune. Et c'est devenu le grand Pilote de la belle époque. Et puis, vous rencontrez ensuite quelqu'un dont vous allez reconnaître la voix, François Poucq. Il faut que ça me convienne à moi. Enfin, c'est-à-dire, je travaille pour moi. Et Marcel Gottlieb. Oui, ça, c'est une rencontre exceptionnelle aussi. Ah oui. Et Marcel avait vu mes dessins dans Mormoile et il m'a contacté pour travailler à Fluide. Et donc je me retrouve, je cherchais par tous les moyens, quand j'avais donc 19 ans, quand je suis venu faire ma tournée de pouvoir contacter Gottlieb. J'avais pas son numéro de téléphone et donc en commençant à travailler pour Mormoile, lui a vu mes dessins dans Mormoile et donc il m'a sollicité pour travailler à Fluide. Donc j'y suis allé, mais vraiment avec un bonheur de dingue. Et donc je suis arrivé là et j'ai trouvé un type d'une gentillesse mais incroyable, qui était aussi d'une délicatesse vis-à-vis des dessinateurs et aussi d'une humilité vis-à-vis des dessinateurs. Pour moi, c'était un des grands dessinateurs d'humour. Et quand il regardait nos dessins, nous, les jeunes dessinateurs, il disait « Mais comment vous faites pour dessiner comme ça ?» Moi, j'aimerais tellement dessiner comme ça. Je me disais « Mais c'est dingue !» Il se rend pas compte qu'en fait, nous, on aimerait faire ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il voit dans nos dessins que nous ne voyons pas? Voilà. Il avait beaucoup d'humour. Il m'a un jour raconté qu'allant à New York pour un congrès de bande dessinée et d'humour, il avait essayé d'expliquer que comment vas-tu haut de poil et toile à matelas, ça se traduisait en anglais par How do you do Glas Fairbank Jr. and Yul Brunner. Et ça n'avait pas fait rire du tout. Et lui, ça le faisait beaucoup rire. Et puis ensuite, après Fluide glacial, il y a eu l'aventure À suivre, car ça aussi c'est un journal qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui était fait chez Casterman, qui reprenait la tradition des journaux des années 50-60, où il y avait 2 planches dans Tintin, Spirou et À suivre, donc il fallait un suspense en bas d'une page, et après ça avait évolué avec des journaux de 8 pages, et vous vous retrouvez dans ce magazine À suivre, François Poucq. Oui, tout à fait. Et la révolution À suivre, c'était de dire on va faire des histoires à suivre, mais on va faire des gros chapitres. On va pas faire des histoires de 2 pages d'un mois sur l'autre, mais on va faire des chapitres de 14 pages. Et en fait, on a inventé à ce moment-là ce qui devient aujourd'hui le roman graphique. On a inventé à ce moment-là le roman en bande dessinée. Et donc ça a commencé avec Tardy,
avec Hugo Pratt. Et ensuite, il y a eu Skeuten et puis moi qui avons fait des histoires qui duraient 150 pages. Et c'était un moyen de développer des histoires comme on n'avait jamais pu le faire jusque-là. Oui, parce que l'histoire avait 44 ou 62 planches selon les albums. Voilà, exactement. Et il y a un personnage que vous avez créé qui est devenu célèbre, c'est Jérôme Mouchereau. Oui. C'est des personnages bizarres. C'est des personnages, vous les dessinez une fois, et puis après, ils n'arrêtent pas de demander à être dessinés. Et donc, vous êtes en train de faire un scénario, et puis vous vous dites, quel personnage pourrait jouer ce scénario-là? Et puis d'un seul coup, il y a ce même personnage qui arrive à votre esprit, et puis vous dites, ah bon, ok, d'accord, bon, moi je vais le faire, alors, si c'est lui qui veut. Et donc le personnage, vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, il est persistant. C'est un personnage qui n'arrête pas de demander d'être dessiné. Oui, et c'est un peu un compagnon, parce que je crois que en plus, une façon d'évoquer l'actualité et le monde d'aujourd'hui, puisqu'il est pris, ce personnage, dans la jungle de l'existence. Ah oui, c'est ça, c'est un assureur. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'emblématique dans le monde d'aujourd'hui, sinon l'assurance, hein? On cherche à avoir la sécurité partout, et donc pour ça, on signe des polices d'assurance, même des assurances vie. Donc, même des trucs après quand on sera mort. Et moi, je vous donne l'assurance qu'on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 20 juin 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec François Bouc. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bouc, 2 albums, Le Petit Pape Pi 314 chez Flux Glacial, Un général des généraux aux éditions du Lombard, et une date récente mais importante pour vous, le 20 juin 2021. C'est le début d'une exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille. Ça, c'est une belle aventure aussi, ça. Ah oui, ça c'est une aventure qui peut commencer comme quelque chose d'un peu saugrenu, puisque je rencontre le directeur du musée des Beaux-Arts de Lille, et je lui dis, voilà, j'ai plein de dessins chez moi, mais j'en ai tellement qu'il faudrait que je les entrepose quelque part. Est-ce que je peux pas les entreposer dans le musée des Beaux-Arts? Vous avez des tiroirs avec plein de dessins. Et puis il me dit, ah, non, on peut pas parce que si on entrepose des dessins comme ça, on est obligé de les assurer, nous. Et les assurances pour des choses qui ne nous appartiennent pas, ça coûte très cher. Mais il me dit, tu peux faire une donation. Je dis, quoi, une donation, c'est quoi ça? Je connais, c'est pas le principe de la donation. Donc il m'explique, il me dit, tu donnes des dessins, et puis là, à ce moment-là, on les a dans les tiroirs. Et, ok. Et puis j'oublie. Et au bout de 2 ans, il me dit, mais alors t'en es où de ta donation? Moi, j'avais totalement oublié ce truc-là. Et je dis, bah oui, je peux te donner des dessins si tu veux. Et je lui dis, mais combien tu veux de dessins? Il dit, si une centaine, ça serait pas mal. Donc, je commence à y réfléchir. Je lui dis, mais je vais te montrer ce que j'ai et tu me dis ce que tu veux. Et à ce moment-là, Martine Aubry, bien sûr, parce qu'il faut aussi l'accord de la mairie pour Martine Aubry, voulait disons un panel représentatif. Donc je dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc total, au lieu de prendre 100 pièces, il en a pris 400. Oui. Et donc il me dit, en plus, si tu veux, au moment de ta donation, on va l'exposer, on va exposer une partie, et tu pourras faire aussi avec le musée ce que tu veux. Je dis, t'es sûr que je peux faire ce que je veux avec le musée? Il dit, ouais. Attention, je dis, il faut pas me le dire 2 fois. Hein. Tu me l'as dit 1 fois, c'est bon. Et donc, il m'a dit, voilà, tu as le musée à disposition et tu peux l'interpréter comme tu as envie. Et donc, j'ai fait à la fois l'exposition de la donation, et j'ai découvert aussi que c'était la première fois que la bande dessinée rentrait dans un musée national. Bien sûr. Et donc, j'étais pionnier dans cette affaire. Et donc, notamment, il y avait la donation, mais j'ai pu faire des interprétations
de différents types de tableaux, de différentes salles, et donc j'ai inventé des tas de trucs bizarres. Et c'est une exposition qui a eu beaucoup de succès, à la fois chez les amateurs d'art comme chez les amateurs de BD. François Oui, Bouc. oui, on a eu, les chiffres, je les ai eus après coup, on a eu 114 000 personnes qui sont précipitées pour aller voir tout ça. Et dedans, un public jeune, un public de moins de 30 ans qui était assez abondant. Alors, il se trouve aussi que vous avez depuis toujours la passion de la peinture, François Bouc, que ce soit Ingres, Vermeer, Rembrandt ou quelques autres. Ah oui, bien sûr, ça c'est les grands maîtres, on peut pas passer outre ces gens-là. Quand on aime le dessin ou la peinture, on peut pas passer à côté de ces gens. Mais comment est née cette passion de la peinture? Ah ben, c'est une prolongation de... En fait, le dessin dans la bande dessinée c'est une manière d'utiliser le dessin, mais c'est d'abord du dessin. C'est d'abord aimer dessiner, et aimer dessiner, puis aimer colorer aussi. Et quand on s'attache au dessin, que ce soit en bande dessinée ou ailleurs, on s'attache au dessin et à la peinture. Et donc j'ai parcouru pendant des semaines tous ces artistes. Encore aujourd'hui, j'adore regarder ces peintures parce que c'est des leçons à chaque fois. En fait, la bande dessinée, je l'ai appris en autodidacte. J'ai pas fait d'école d'art. J'ai fait une petite école le jeudi après-midi. Oui, c'est ça. Il y avait une petite école de quartier, Oui. et dans laquelle ma mère m'avait inscrit. Et donc, une fois par semaine, j'allais faire des plâtres. J'adorais ça. Et donc, j'avais l'impression de participer au monde artistique. Mais à part ça, j'ai pas fait d'école d'art, Traditionnel. d'académie, ou tout ça. Mais il y avait un professeur qui vous donnait des conseils, je crois, François Bouc, qui vous disait « Vas-y, fonce, il croyait en vous ». Oui. Ben, notamment ce professeur dans cette école. Donc, c'était un cours ça durait 2 heures le jeudi après-midi. Et donc, il voyait que j'aimais la bande dessinée. Et il n'était pas du tout hostile à ça. C'était un esprit très ouvert. Et il m'avait dit, bah oui, montre-moi les bandes dessinées que tu fais. Et puis il me les commentait. Il me donnait même des indications. Il me disait, tu devrais regarder les oliviers. Tiens, tu vas dans le sud de la France, regarde les oliviers et essaye de dessiner les oliviers. Les oliviers, je me souviens de ça. C'est un des trucs qu'il me disait. Mais c'est parce que ça, c'est devenu omniprésent quand je pense à lui. Et il me disait, mais dessine les oliviers, tu vas voir, il y a des volumes qui sont incroyables, des torsions qui sont incroyables. Et essaye d'avoir la sécheresse de l'olivier dans ton trait. C'est des choses comme ça qu'il me disait. Et la télévision aussi vous a permis d'apprendre à dessiner, François Bouc. Ah ouais, aussi, ouais. J'ai toujours aimé regarder la télévision et surtout dessiner en regardant la télévision. Et ça, dès le plus jeune âge. Je prenais mes cahiers de dessin, je regardais la télévision, je dessinais, je regardais la télévision. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après coup, quand j'ai rencontré Marcel Gottlieb, on discute comme ça. Et puis, il me raconte comment il est entré à Pilote. Et donc, il est venu voir Goscinny à Pilote avec ses dessins. Et Goscinny lui dit, mais Monsieur Gottlieb, est-ce que vous avez la télévision? Et il n'avait pas la télévision à l'époque. Et il dit, je vous prends dans Pilote à une seule condition, c'est que vous ayez la télévision. Donc il s'est empressé d'aller acheter la télévision, et là il a découvert effectivement ce que c'était que la télévision, surtout la télévision de l'époque. Encore aujourd'hui d'ailleurs on peut l'utiliser, moi je l'utilise encore comme ça, mais la télévision c'était une banque d'images, qui est une banque d'images illimitée. Quand on zappe, c'est un peu comme si on faisait un exercice d'imagination. On passe d'une émission à une autre, on essaye de racoler les morceaux, et là on a un scénario. Et il y avait une émission de télévision célèbre, d'ailleurs pour les dessinateurs, c'était du tac au tac. Ah ouais, vous avez beaucoup regardé, François Bouc. Oh, mais je voulais pas ne pas voir du tac au tac, qui était la seule émission de télévision où on voyait des dessinateurs dessiner en direct ou presque dans les conditions du direct. Et là, je voyais les plus grands dessinateurs de cette époque. Et donc, je voyais Franquin dessiner et je me disais, mais comment il fait ça? Il fait ça comme ça, directement. Et il faut imaginer que à l'époque, cette émission passait juste avant le journal télévisé de 20h. Et donc, un truc aujourd'hui, pour avoir une émission de dessin à la télévision, on peut chercher, hein. Oui. Il n'y en a jamais. Ah mais, alors il faut savoir qu'à l'époque du tac au tac, ça marchait gentiment, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement culte.
Et oui, bien sûr. Ah ben, y en a encore qui vont voir comment dessiner tous ces grands dessinateurs. Ouais, heureusement, on peut les trouver facilement sur YouTube. Et puis, vous avez fait des affiches aussi et des pochettes de disques, dont celle-ci. Jamais content, ils se plaignent tout le temps. Les faucons, les yacas, les vaches, les rabat-joie. Jamais content, ils se plaignent tout le temps. Les faucons, les yacas, les vaches, les rabat-joie. Marcel et son orchestre, il y a 2 albums, vous avez fait les pochettes de disques, François Bouc. Ouais, c'est des bons copains. D'abord, c'est des fans de bande dessinée. Et donc, je les connaissais pas bien. Je suis allé voir leur spectacle, et là, c'était hallucinant, quoi. De voir ces types déguisés en carnaval de Dunkerque, qui bondissaient dans tous les sens, qui sautaient dans la foule, dans la fosse du public. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Non, ils me demandent de faire leur pochette, je le fais volontiers. Et j'en ai fait, je crois, 2 ou 3. 2 ou 3. Et à propos de carnaval, d'ailleurs, le carnaval de Lille, qui avait disparu après la guerre, est revenu en partie grâce à vous. Oui, c'est ça. On avait, avec quelques copains, on avait redécouvert dans la crypte d'une église d'un quartier de Lille, on avait retrouvé des grosses têtes qui étaient les grosses têtes du carnaval d'avant la guerre. Et on s'était dit, mais ça serait rigolo d'aller relancer ce carnaval. Et on a fabriqué d'autres têtes comme ça, des têtes géantes. Et on s'est amusé, mais pendant 2-3 ans, on a fait ça. Et on allait dans tous les carnavals après, parce qu'on était appelés un peu partout. Et on allait dans des carnavals même totalement improbables. Je me souviens d'un carnaval qu'on avait fait, c'était au moment du lancement de la station des Arcs. C'était la première année où on lançait les Arcs. Alors il y avait tout un beau monde là, il y avait Edgar Schneider qui était le chroniqueur parisien de Jour de France. De Jour de France, il y avait Patrick Dehouer, il y avait des tas de vedettes qui étaient là. Et nous, on était là avec les gens du quartier, de ce quartier de Lille, qui était un quartier populaire, avec nos espèces de gros trucs. Et tout ça se mélangeait d'une manière complètement absurde et presque délirante. Et puis, il y a une chose, vous avez manifesté un courage incroyable, et on le sait peu, c'est qu'en dehors de ça, il y a eu le procès des attentats de Charlie Hebdo, le procès du Carlton, et à chaque fois, vous avez été celui qui était là pour dessiner. Et il fallait que la main ne tremble pas parfois, François Bouc. Ouais, surtout avec, bien sûr, le procès des attentats de Charlie et de l'hypercachère. Ça a été, pendant 3 mois et demi, une charge émotionnelle assez forte. Et il fallait tenir. Et donc, il y a des moments où vous voyez arriver à la barre des gens qui racontent leur vie. Vous savez pas qui sont ces gens. Et en quelques minutes, ils vous ébranlent complètement. Et vous devez les dessiner. Et donc, vous êtes à la fois pris par ce qu'ils sont en train de dire et devoir témoigner de qui ils sont physiquement. Et en même temps, si on peut, à travers l'image physique qu'on donne d'eux, passer leur témoignage. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure, dans ce procès ? Tout simplement parce que Rhys, donc le rédacteur en chef de Charlie, m'a demandé, bien sûr il connaissait ma sympathie pour Cabu, avec qui je m'entendais super bien. Je connaissais bien sûr T-News, on se connaît, entre dessinateurs, on se connaît bien. Et donc, il me dit, est-ce que tu veux pas faire ça ? Et j'ai dit oui tout de suite, sans savoir dans quoi je mettais les pieds, parce que vous dites oui, puis après vous retrouvez dans un truc qui tous les jours, je me disais, mais après ce que j'ai entendu aujourd'hui, demain ça risque d'être tranquille quand même. Et non, le lendemain, c'est la même chose, parfois plus, et vous vous retrouvez dans des circonstances avec des proximités, la proximité des accusés, parce qu'ils sont juste à côté de vous. Vous êtes dans la proximité, parce que nous, les dessinateurs, on est juste en dessous du prétoire des juges et juste devant celui qui se présente à la barre. Et donc, on est à 2 mètres des gens qui se présentent à la barre, ce qui fait que vous prenez de plein fouet tout ce qu'ils sont en train de raconter. Et là, des fois, vous êtes dans une sympathie avec ce qu'ils vivent. Parce que bien sûr, quand quelqu'un se présente à la barre, il se présente dans un état de dénuement. Il est vulnérable. Et à la fois, il va raconter des choses qui lui tiennent aux tripes. Et donc, vous avez ça qui se choque en vous.
et vous devez dessiner. Et on n'en sort pas intact. Et donc, quand on sort de là, on a quand même quelques semaines avant de se remettre complètement, quoi. Une autre date importante, c'est le 9 février 2022, c'est très récent. On en parle dans quelques instants avec François Bouc sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bouc. On a parlé du passé, on parle du présent avec une double actualité. D'abord, le 9 février 2022 est sorti chez Flux Glacial Le Petit Pape Pie XIV. J'irai pas sans cesse jusqu'au bout. Et ça aussi, c'est une idée totalement étonnante, c'est-à-dire que c'est un album de BD où vous inventez un pape, le pape le plus petit du monde, mais qui a un cœur. C'est le pape 3-14. Oui. Ben justement, on parlait tout à l'heure donc du procès de Charlie, et j'avais besoin, pour pouvoir me libérer un petit peu l'esprit, de me consacrer, c'est le cas de le dire avec le pape, Oui. de me consacrer à un personnage plus humoristique, et la proposition de travailler à nouveau à Flux Glacial. Oui, car vous aviez été là pendant quelques années. Ouais. Et donc, quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je suis retombé sur quelques croquis que j'avais fait d'un personnage qui était un petit pape. Je me suis dit, bon, je vais raconter les histoires de ce petit gars. Et j'ai fait une histoire, une deuxième, une troisième. Et total, au bout de quelques mois, ils me disent, mais tu sais que tu as fait l'équivalent d'un album. Je l'ai pas vu venir. Et j'étais super content qu'il me propose aussi vite un album. Je l'avais pas vu arriver. C'était presque une bénédiction. Oui. Alors, c'est un pape tout petit, on le voit sur la couverture, puisqu'il monte sur les épaules sur le dos d'un cardinal pour pouvoir parler. Comment est venue cette idée de faire un pape tout petit Je me suis dit après coup, parce que je me suis dit, mais pourquoi tu fais un pape? Et en fait, je me suis remémoré que quand j'étais môme, quand j'étais vraiment tout petit, à peu près de la taille du pape que j'ai dessiné, je me disais, mais ça doit être sympa d'être pape. Je regardais, c'était Jean 23 quand j'étais vraiment tout petit, je regardais Jean 23 à la télé, et je me disais, il a l'air sympa ce gars-là. Hein. Et il y a des tas de gens qui s'occupent de lui, et puis il dit des trucs qui ont l'air sympas aussi aux gens. Et en me remémorant ça, je me suis dit, peut-être c'est de là que ça vient. Donc j'avais envie d'être pape, et bien sûr j'ai pris un personnage de transition. C'est lui qui me sert d'être pape à ma place, et je me suis dit, je vais faire un pape et je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais pape. Et donc je me suis laissé aller l'esprit, et donc il y a des tas de situations totalement saugrenues qui viennent pour un pape. Et alors, bien sûr, il est affublé d'un type, comme il est tout petit, il faut qu'il y ait un garde du corps. Oui. Donc, il y a une espèce de baraque qui est à la fois évêque et garde du corps, et qui empêche tous les importuns de toucher au pape. Et attention, hein, si tu touches au pape, je te mets un pain dans la gueule. Vous parliez du pape Jean 23, c'était le cardinal Roncalli qui avait officié à Paris, et il se trouve qu'il avait un cousin qui lui ressemblait, qui était son sosie, et ce cousin est devenu valet de chambre chez un grand comédien français, Robert Manuel, qui connaissait les Molières. Je l'ai vu. Chaque fois que j'allais chez Robert Manuel, il me présentait le cousin du pape qui était son valet de chambre et cuisinier. Et c'était le sosie intégral de Jean 23. Ah ouais. Ah, ça devait être bien. Ouais. Ah, c'était rigolo. Faudrait voir les photos. Il y a des photos de. Je ne sais de pas, lui. il faudrait les retrouver, mais en tout cas, il se ressemblait fortement. Alors, il se trouve que ce pape, en plus, c'est l'humour absurde. Le Vatican est au courant que vous avez fait ça. Vous remerciez le Vatican dans cet album. J'aimerais bien que le Vatican mette son imprimatur sur mon album. Comme ça serait officialisé. Vous l'avez envoyé au Vatican ? Pas encore, mais je vais le faire. Alors justement, tout ça, cet univers vous intéresse parce que finalement, quand vous étiez enfant, vous alliez à la messe et il y avait des croyances. Ah bien sûr, mais la croyance à quelque chose de sacré, après on peut la déplacer là où on veut. Mais pour moi, un être humain qui n'a pas un rapport au sacré est pas complet. Il faut avoir une sorte d'aspiration à une dimension qui dépasse celle de tous les jours, pour qu'on puisse vivre pleinement le tous les jours, justement. Et se demander si dans chaque chose qu'il y a autour de nous, il n'y a pas
la même dimension. C'est-à-dire que si je pense verre, par exemple, c'est simplement un verre. Mais en fait, non, c'est pas simplement un verre. C'est quelque chose qui reçoit quelque chose. Et c'est quelque chose de rond qui reçoit quelque chose. Et donc, quand on reçoit quelque chose, il faut qu'on soit rond. Et donc, petit à petit, on va vers une dimension supérieure à simplement ce verre. Alors petit à petit, vous avez imaginé des cours d'histoire. À un moment, il y a quand même Superman qui arrive dans l'histoire. C'est quand même super. Et le pape, c'est pas vraiment une cohabitation facile, François Bouck. Oui, mais mon pape, il a le droit de tout faire. Et c'est un peu comme ça que j'imaginais le pape quand j'étais môme. Je me disais, mais il est capable de tout faire, ce gars-là. Là, à la position qu'il occupe, il est à la fois les pieds sur terre, mais en même temps aussi peut. Et donc le mien, pour faire une blague à Superman, il vole à côté de lui et il lui dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tiens? Je peux venir avec toi. Et donc il va avec lui, puis ils vont dans le cosmos ensemble. Et ils vont déjouer un missile. Je vous raconte pas Non, on va le regarder dans l'album. totalité. Mais il faut savoir que Superman, ça fait penser à Super Dupont. Et Super Dupont, vous avez repris le personnage de Gottlieb et Alexis à la demande de Marcel Gottlieb, François Bouck. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Marcel, un jour, est venu me voir en me disant écoute, j'aimerais bien que tu fasses Super Dupont avec moi. J'aimerais bien renouveler le personnage. Et il me dit mais ça serait bien de lui inventer un fils. Et donc on commence à travailler et puis on fait le premier album et donc c'était destiné à avoir une suite, mais malheureusement Marcel a eu la mauvaise idée de mourir entre-temps, ce qui fait que je me voyais pas faire une suite sans lui. Et les moments qu'on a passés ensemble à discuter autour de ce scénario, ils étaient tellement marrants que ça valait pas le jus de continuer sans lui. Alors, il se trouve que Super Dupont a aussi été un spectacle de Jérôme Savary avec Alice Sapritch, qui a été un véritable échec. Et le Luron avait dit à l'époque, Alice Sapritch, elle fait plus de lifting que de rappel. Vous voyez, ça n'avait pas pu l'intéresser. Alors, ce pape rencontre tous les grands de ce monde, et il aurait pu rencontrer De Gaulle, qui est présent dans l'autre album, qui est Un général des généraux, que vous signez avec Nicolas Juncker, au Lombard. Et là aussi, c'est une chose étonnante, c'est-à-dire que vous êtes parti de Gaulle en 58 lorsqu'il revient au pouvoir. Comment est née cette idée, François Bouck? Elle est née surtout par le scénario de Nicolas Juncker, avec lequel j'ai fait cet album, qui m'a été présenté. Et j'ai lu le scénario en me disant, mais ouais, ok, il faut le faire. C'est tellement délirant ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc c'est le putsch des généraux en 58. En Algérie. À Alger. Des généraux décident de garder l'Algérie française, alors que, bien sûr, il y a le FLN qui essaye de marginaliser et décoloniser l'Algérie. Et donc, ces généraux se disent, il faut qu'on prenne le pouvoir pour imposer une loi qui sera la nôtre et qui va... Mais en même temps aussi, le pouvoir parisien n'arrêtait pas de changer parce que on était dans la 4e Constitution et la 4e République. C'était une république proportionnelle, ce qui fait que pour avoir un gouvernement stable, c'était quasiment impossible. Donc les présidents du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, les présidents du Conseil qui avaient, eux, le pouvoir actif, changeaient tout le temps. Et donc, il n'y avait aucune décision qui pouvait être prise. Et donc, il y avait une sorte de bagarre de pouvoir entre les généraux qui étaient sur place là-bas à Alger, qui se disaient « Nous, on veut absolument que l'Algérie reste française », et l'errement des politiques en France. Et donc, c'est ce qu'on décrit là-dedans. Et pendant ce temps-là, De Gaulle, qui est tranquillement en train de faire sa traversée du désert ou de la finir, à Colombey, lui attend le moment où il va pouvoir revenir au pouvoir, parce qu'on a besoin d'une personne providentielle qui va rétablir l'ordre dans la France. Voilà. Et c'est une nouveauté pour vous, faire un album sur une histoire vraie autour du général de Gaulle, ça s'est jamais fait, François Bouck. Non, j'avais jamais fait ça. Je me retrouve avec des personnalités qui sont des personnalités à la fois hautes en couleur, des personnages comme Massu, comme Salan, tous les personnages qui sont décrits sont Delbecq, Mitterrand, Mendès France et tout ça, tous les personnages de l'époque, c'est des personnages qui sont des personnages avec une physionomie, avec une consistance, mais dans le cadre qui est celui-là, qui deviennent
des personnages agissant d'une manière complètement hasardeuse, à part De Gaulle, qui lui prend sa distance avec le tout. À part De Gaulle, les autres, c'est des gens qui essayent par tous les moyens de tirer une couverture à eux, et plus ou moins malhabilement, jusqu'au moment où les manipulateurs qui veulent que De Gaulle revienne au pouvoir pour rétablir l'ordre fassent tellement bien leur boulot qu'il finit par arriver. Bon, d'accord, si vous voulez que je revienne, allez, je reviens. Et c'est vrai qu'il y a des dizaines de livres sur le sujet, mais il n'y avait jamais eu de BD de ce genre racontant cette histoire. Et De Gaulle, il a été au cœur aussi d'une chanson qui a fait scandale en 1965. Ce nom qui chante clair, je te parie sans sou que tu le regretteras. En 65, Beko fait une chanson en parlant de Gaulle, tu le regretteras, en parlant de l'homme de 40, mais comme il y a les élections présidentielles de 65, on l'accuse de prendre position pour De Gaulle. Ça va faire un véritable scandale et il ne va pas chanter cet air en scène, car à l'époque, De Gaulle était contesté, comme on le voit un peu dans cet album, François Bouc. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui contestaient De Gaulle, et même au moment de la libération de Paris, parce que De Gaulle arrive en libérateur, mais il y a plein de résistants qui étaient sur le terrain, et des communistes qui, eux, petit à petit, se sont retrouvés évincés, et pour que De Gaulle prenne les pleins pouvoirs. Donc il y avait déjà une position de plein pouvoir à ce moment-là. Il quitte le pouvoir pendant cette traversée du désert, mais en fait, ce personnage, il a qu'une envie, c'est d'y revenir, parce qu'il peut pas en rester là, parce qu'il s'identifie tellement à la France, il s'identifie tellement comme libérateur de la France, qu'il se dit à un moment ou à un autre, il doit être convaincu de ça au fond de lui-même, à un moment ou à un autre, je vais devoir revenir pour remettre un peu de l'ordre dans tout ce merdier. Voilà, exactement. Un général des généraux, en plus, ça permet à la jeune génération qui aime la BD d'apprendre l'histoire de France et l'histoire de Gaulle. Bien sûr, et d'apprendre les raisons de la Ve République, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et des fois, on reproche au président de la République d'avoir des pouvoirs qui sont un peu trop par rapport à l'Assemblée, etc. Mais en fait, c'est issu de cette période. Et donc, d'une certaine manière, alors bien sûr, tout le monde aujourd'hui se réclame du gaullisme. Hein, il y a n'importe quel bord, ils sont tous gaullistes. Mais peut-être justement pour avoir les pleins pouvoirs. Et De Gaulle, d'ailleurs, on ne le sait pas assez, avait beaucoup d'humour. Un jour, à Soissons, on lui offre un vase. Il dit « je vais essayer de ne pas le casser ». Et un autre jour, à la douane, il dit aux douaniers « messieurs, exceptionnellement, je ne ferai pas de déclaration ». On ne sait pas l'humour qu'avait le général. Mais pour vous, mélanger l'humour et l'histoire, c'est presque un bonheur, un art de bien vivre et de bien dessiner, François Bouc. Oui. D'abord parce que on a des personnages qui demandent qu'à être dessinés. Parce que c'est des personnages qui sont, surtout avec le recul du temps, qui deviennent presque des caricatures. Des figures, oui. C'est des icônes d'une époque, et les dessiner, c'est... surtout d'une manière humoristique, c'est leur rendre un hommage, je dirais, qui est celui de la caricature de leur époque, hein, mais qui n'a pas pu être faite dans ces conditions-là, à cette époque-là, mais qu'on peut faire aujourd'hui avec le recul de l'histoire. Donc vous allez continuer à mélanger les genres, l'humour, la science-fiction, le réalisme. Pour vous, la BD, c'est un tout, François Bouc. Bien sûr. Et il y a la bande dessinée, raconter une histoire en images, ça c'est fabuleux. C'est un domaine qui est spécifique à la bande dessinée. Raconter des histoires en images, c'est la capacité qu'on a à incarner des personnages qui n'existent pas. Bon, là, c'est des personnages qui existent, mais on les fait exister à notre manière. Voilà, alors il y a deux personnages qui existent ou qui n'existent pas. Donc, au chef-lieu glacial, il y a le petit papy 314, Ouais. S3 116, etc. Et il y a aux éditions de Lombard un général des généraux avec Nicolas Junger, et vous êtes tous les deux des raconteurs d'histoire, mais d'histoire de France. Ouais. Et alors, ce qui est rigolo, et je m'étais pas rendu compte de ça, c'est quand on regarde les deux couvertures, Oui. pour les deux albums qui sortent en même temps, les deux personnages centraux ont exactement la même attitude. Oui, les bras levés. Les bras levés comme au moment où De Gaulle fait son « Je vous ai compris ». Bon.
Ben, nous, on vous a compris, François Bouc. Merci. Merci d'avoir participé à ces clés de vie. Je recommande bien sûr ces albums à celles et ceux qui vous connaissent et aussi à celles et ceux qui vous découvriront. Et puis à bientôt, parce que continuez à travailler comme ça pour le bonheur de la BD. Ah ben, merci bien, ben, je vais continuer, ok. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.